Bon, voulant examiner ou analyser, en tout cas, l'évolution de l'UQ je dirais, dans le champ universitaire québécois, on s'était dit qu'il y a une façon qui est pas nécessairement très attrayante d'une certaine manière, mais qui est essentielle parce qu'en quelque part, c'est le pain et le beurre, en grande partie le pain et le beurre des universitaires et des universités, c'est d'examiner, dans le fond, la présence étudiante et les publics étudiants au cours du temps. Ce travail-là est souvent fait sur des périodes de temps relativement courtes et on s'était dit que ça pourrait être un peu plus intéressant de le voir sur une longue période. Et donc, pour certaines des données, on a réussi à pouvoir voir l'évolution des effectifs étudiants selon différentes caractéristiques sur 45 ans, ce qui est pas coutumier, en tout cas, par rapport à ce type de travail qui, il faut bien le dire, se situe entre de la recherche académique et de la recherche institutionnelle. Et dans ces conditions-là, c'est pour ça qu'on s'est allié avec Sylvie pour faire cette jonction, en quelque sorte, de préoccupation. Fait que la trame de fond, en fait, c'était de se dire, d'une part, il y a une démocratisation quantitative qui a été réalisée au Québec comme dans d'autres sociétés. Comment cette démocratisation-là s'est réalisée au cours du temps? Donc, c'est un premier aspect. C'est, évidemment, au sens strict du terme, c'est la part des personnes appartenant à une génération qui accèdent à l'université ou qui diplôment de l'université, qui serait l'élément fondamental, mais en même temps, on a aussi d'autres sources de données intéressantes, je vais y revenir tout à l'heure. Et il y a aussi un aspect au-delà de la démocratisation quantitative, il y a un aspect de ce qu'on pourrait appeler démocratisation qualitative, que ce soit un regard qui est porté sur les formes que la démocratisation prenne, sur les traits que cette démocratisation peut prendre, et je vais un peu y revenir comme aussi. Quatrième grande remarque, c'est l'idée, c'est de voir, dans le fond, l'Université du Québec dans l'économie générale du champ universitaire. Et, dans le fond, on a, grosso modo, utilisé pour la majorité du travail 4 grandes catégories analytiques. D'une part, d'abord, on a regroupé ensemble ce qu'on a appelé les universités urbaines non UQ. On a ensuite distingué les universités rurales, non UQ, régionales. Hey, c'est le Montréalais qui vient de parler, là. Le lapsus. Et les universités régionales UQ et les universités urbaines UQ. Donc, voilà un peu les catégories avec lesquelles on utilise. Et on a, comme je disais, utilisé des données différentes pour avoir la meilleure étendue. Selon le type de données, c'est pas tout à fait pareil. Grosso modo, la présentation va tourner autour de 3 idées. D'abord, d'analyser le processus de massification comme globalité. Dans un deuxième temps, de le regarder en fonction de critères ou de caractéristiques plus institutionnelles, la régionalisation, les vocations particulières des constituantes, les études à temps partiel, puis le développement des études deuxième, troisième cycle. Dans un deuxième temps, c'est plus à partir des publics, en quelque sorte, qu'on doit regarder la chose. Démocratisation, le genre, les adultes et les effets d'origine sociale. Voilà. Là, j'avais dit qu'il fallait qu'on tire. 5 minutes, je tire sur lui, alors je tire sur lui. Fait que là, je sens que j'ai terminé. Voilà, ça c'est l'économie générale de la présentation. Pour ce qui est des résultats, je laisse Sylvie
Oui, parce que en Voilà. tant que fille de chiffres, vous allez voir, il y en a plusieurs. Alors, je vous défile ça en quantité industrielle, en espérant pas trop vous étourdir. Je vais changer la dynamique de ce matin. Alors, dans un premier temps, comme Pierre l'a dit, on a essayé de faire des séries sur à peu près 50 ans, dans la mesure du possible. On travaille avec les données d'inscription, donc tout ce qui est données administratives, qui étaient déclarées soit à l'Université du Québec ou déclarées là, au ministère. On a utilisé quelques données d'enquête à travers ça, notamment l'enquête ICOP qui est propre à l'Université du Québec, pour aller combler certains vides pour certaines dimensions qui ne sont pas dans les données administratives. Et tout ce qu'on va vous présenter, on travaille avec les trimestres d'automne spécifiquement, donc ce n'est pas les données annuelles. Puis on va travailler suivant les 4 groupes là, dont Pierre a parlé. Et évidemment, il y a des nuances par établissement. On va approfondir ça dans le travail qu'on fera dans le livre, mais on va travailler suivant les 4 groupes aujourd'hui en particulier. Donc, vous avez ici à gauche, le graphique, c'est l'évolution des inscriptions de 70 à 2015. On va essayer toujours de couvrir cette période-là quand on sera en mesure de le faire. Pour la période, on a une hausse de 143 % des inscriptions universitaires au Québec. On est passé d'à peu près 128 000 au début de la période à 310 000 à la fin. On voit que la croissance est assez continue sur la période, sauf pour les années 90 où là, on enregistre une baisse à la suite des hausses, une hausse des frais de scolarité. Et la croissance reprend en 2000. Ça va aller à 2003 avant qu'on revienne au précédent sommet qui était 92, là où on avait atteint le plus haut niveau avant la descente. Et là, après ça, ça va remonter tranquillement par la suite. À droite, ce que vous avez dans l'encadré, c'est en termes de proportion. Si on prend nos 4 groupes d'universités, avec l'arrivée de l'Université du Québec, évidemment, se passe un rééquilibrage entre les universités qui va durer jusqu'à 81 environ. Alors, là, on voit ceux qui, avec l'arrivée de l'UQ, ceux qui vont perdre en proportion en termes d'étudiants, de nombre de total d'étudiants, pardon, ce sont surtout les universités urbaines hors UQ, donc Laval, McGill, Concordia, Montréal, HEC, Poly. Leur passe de 80 % à 60 %. Donc, il y a une perte de 20 points de pourcentage sur la proportion totale des inscriptions québécoises qu'elles allaient chercher. Et par la suite, s'installe une forme de stabilité entre les 4 groupes. Donc, les proportions restent assez stables par la suite. En 2015, on est à peu près au tiers des inscriptions qui sont dans les universités du Québec. Si on regarde maintenant ce qui se passe avec les universités en région, avant l'Université du Québec, il y avait 2 universités qui étaient en région sur l'ensemble des 8 établissements. Il y en a en dehors de Montréal et Québec, il y avait juste Bishop et Sherbrooke. Avec l'arrivée de l'UQ, évidemment, là, on s'installe à la grandeur du territoire. On a 5 établissements en région qui apparaissent, plus la téléuniversité qu'on a inclus dans les universités en région, parce que même si la majorité de ces étudiants viennent de Montréal, Québec, des grands centres, de par sa vocation, la téléuniversité couvre l'entièreté du territoire et même les régions plus éloignées. Donc, on la considère dans cette catégorie-là avec nos statistiques. Dans les années 70, on avait 12 % des inscriptions qui étaient en région au Québec. On est rendu au double en 2015, dont 16,5 % là, qui sont dans les constituantes de l'UQ, donc à peu près les 2 tiers, là, un peu plus que les 2 tiers qui sont à l'UQ. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est la proximité, l'importance de la proximité du lieu d'enseignement par rapport au lieu de résidence de l'étudiant. Donc, ce que vous avez à droite ici, c'est des données qui viennent de l'enquête ICOP. C'est l'enquête 2011 ici qui était disponible à ce moment-ci. On a l'UQAM, mais on a aussi les 5 établissements en région à vocation générale. Et pour plus que le tiers des étudiants en région, c'est la première raison pour avoir choisi son établissement, c'est le fait qu'il était accessible, qu'il était à proximité. Et quand on est étudiant au premier cycle à temps partiel, la proportion grimpe encore. Donc, on voit vraiment que d'avoir accès à l'éducation à portée de main, c'est vraiment un critère de premier choix. Et l'Université du Québec, vous le savez, avec ses campus, est présente dans 10 régions concrètement, mais avec l'offre de cours, on est partout sur le territoire, on couvre les 17 régions. Si on y va aussi, Pierre l'avait mentionné tout à l'heure dans son d'entrée de jeu, en ouvrant la journée. Évidemment, il y a aussi 4 établissements à vocation particulière, donc l'INRS, qu'on sait qu'il est un institut de recherche, les NAP qui forment non pas exclusivement, mais principalement les cadres et les professionnels de la fonction publique québécoise, la téléuniversité avec la formation à distance qui donne accès à tous à la grandeur du territoire, et l'ETS, qui est une école d'ingénieurs qui accueille les diplômés de l'enseignement technique ou collégial. Vous avez à droite l'évolution des inscriptions pour ces 4 établissements-là.
Je n'irai pas dans le détail, mais on voit quand même pour l'ETS une courbe particulièrement prononcée. À partir de 90, ça a été quand même un long travail pour faire reconnaître le diplôme et le statut professionnel des diplômés de l'ETS. Mais à partir de 90, tout ça a pris forme. Et là, on voit les inscriptions qui montent de façon importante. Et la croissance demeure soutenue et marquée, même si on voit des baisses au niveau des techniques physiques. Alors, donc, la croissance de l'ETS est sur une belle lancée. Et au niveau de la téléuniversité, c'est un peu particulier. En début de période, on voit une montée très, très rapide. Par la suite, ça diminue sur à peu près une dizaine d'années. Et ça oscille ensuite, suivant un axe horizontal, ça se stabilise un peu. Le temps partiel, évidemment, c'est une des dimensions importantes, on le sait, mais l'Université du Québec donne accès aux étudiants à temps partiel, ce qui n'était pas la norme auparavant. Le nombre d'étudiants à temps partiel, lui, est en hausse sur la période, mais même si le nombre absolu est en hausse, la proportion diminue au fil des ans. Donc, dans le tableau que vous voyez ici, on a mis quelques points de données plutôt que de faire un graphique complet. Mais on est passé de 52 % d'étudiants à temps partiel dans les universités québécoises en début de période, en 70. On est rendu à 34 % en fin de période, donc une baisse de 18 points de pourcentage. Et malgré cette baisse-là, par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les universités, la part à temps partiel demeure plus élevée à l'Université du Québec, évidemment, que dans les universités hors UQ. Et à l'intérieur de l'UQ, en région, cette part-là aussi est beaucoup plus élevée. On est encore à presque 50 % là, dans les établissements UQ en région, d'étudiants à temps partiel. Au niveau des cycles supérieurs, donc au début de la période, en 70, on avait 9 % des étudiants qui étaient dans un programme de deuxième ou troisième cycle. On est rendu à 23 % en 2015. Si on disait tout à l'heure que les universités urbaines hors UQ ont perdu 20 points de pourcentage dans leur part des inscriptions totales, si on prend juste les inscriptions de deuxième et troisième cycle, c'est 33 points de pourcentage qu'ils ont perdu avec l'arrivée de l'UQ et la place que l'UQ prend de plus en plus au cycle supérieur. À droite, ici, le graphique, ce qui vous montre, c'est à l'intérieur de chacun des 4 groupes, la proportion d'étudiants qui sont au cycle supérieur sur le total des inscriptions. C'est en hausse. On voit moins bien à cause de la courbe du haut qui draine un petit peu, mais chacune des 4 courbes est en hausse. Donc, on a de plus en plus d'étudiants en proportion qui passent maintenant au cycle supérieur, qui ne se limitent pas au premier cycle. Donc, on a du volume qui est un volume croissant au cycle supérieur. Si on y va maintenant suivant les caractéristiques des étudiants, de la clientèle, évidemment, la présence des femmes est une tendance importante de la période qu'on étudie. À partir du moment où les femmes ont eu accès aux mêmes écoles et aux mêmes programmes d'études que les hommes au niveau du secondaire et du collégial, on a vu la tendance changer à l'université aussi. Le nombre de femmes s'est accru rapidement à l'université. Vous voyez la courbe en pointillé en rouge, c'est le global pour l'ensemble de la province. On est passé de 33 % de femmes en début de période à 58 % à la fin. Et la courbe en violet en haut, c'est une contribution particulière de ce qu'on voit en région. On est à 67 % encore de femmes en fin de période qui sont dans les établissements en région de l'UQ. Les femmes sont aussi majoritaires dans tous les domaines ou presque. On est à 70 % ou plus de participation des femmes, sauf pour les sciences pures et appliquées, où on est à 40 %, 20 % en sciences pures, 50 % en sciences appliquées pour un global de 40 %. Et l'administration, c'est majoritaire aussi, 58 %, mais quand même, c'est différent de ce qu'on voit ailleurs, où on est à 70 et plus. L'âge, évidemment. Ici, on va travailler la notion de l'âge avec la définition qui était inscrite en haut. Donc, les adultes, ça va être les étudiants de 25 ans et plus au premier cycle. La croissance, vous avez la courbe en rouge qui montre l'évolution de l'UQ dans son ensemble. Donc, on voit que le nombre d'adultes, croît jusqu'en 92. On atteint à peu près un sommet de 50 000 étudiants. Puis, redescend autour de 35 000 pour finir en fin de période autour de 38 000. Donc, on a encore un volume important d'étudiants adultes. Il y a plus d'adultes, évidemment, à l'UQ que dans les établissements hors UQ. Et à l'intérieur de l'UQ, encore une fois, plus d'adultes en région que dans les établissements urbains de l'UQ. Et, encore une fois, on le voyait tout à l'heure, la part du temps partiel diminue, mais on voit aussi la part des adultes, en conséquence, qui diminue. Donc, sur le total, depuis le début de la période, la proportion d'étudiants adultes tend à diminuer légèrement, donc la clientèle rajeunit en moyenne. À droite, ce que vous avez, c'est la proportion, si je prends juste la population des adultes, quelle est la part du temps partiel
à l'intérieur de ce groupe-là. Et on voit encore une fois une contribution bien particulière des établissements en région, qui est la courbe au-dessus. Pour les X premières années, on est au-dessus de 90 % d'étudiants à temps partiel parmi les adultes. Et on finit quand même en fin de période autour de 80 % encore une fois, alors que les autres courbes tournent plus autour de 60 %. Donc, il y a quand même quelque chose là encore de très précieux qui se passe avec les établissements en région. Situation socio-économique. En fait, on a utilisé cette fois-ci l'enquête ICOP parce que ce ne sont pas des données qui sont dans les données administratives. Donc, il faut aller avec des enquêtes et créer des séries partielles. On a regardé la catégorie d'emploi du père. Ici, vous avez les données d'ICOP 2001 et 2011. La catégorie qui domine, donc les étudiants qui entrent à l'Université du Québec, sont davantage issus de familles dont le père occupe un emploi spécialisé ou technique. En 2001, c'était 42 %, 35 % en 2011. Puis, si on regarde les catégories qui arrivent en deuxième, troisième et quatrième position, on voit quand même une évolution, un changement dans la situation des étudiants, un rehaussement là, du statut socio-économique aussi des étudiants qui entrent. On a regardé également la scolarité des parents pour aller travailler avec le concept d'étudiants de première génération, concept qui est né dans les années 70 aux États-Unis et qui est utilisé au Québec depuis 15 à 20 ans grâce à l'équipe de recherche transition et aussi à la recherche institutionnelle chez nous. Et ce concept-là a évolué dans le temps, évidemment. Au départ, on s'intéressait aux familles, aux étudiants dont les parents n'avaient pas de diplôme universitaire. Avec le temps, on a regardé ceux qui n'avaient pas d'expérience universitaire. Même sans diplôme, le parent peut quand même être un modèle pour le jeune s'il a expérimenté les études à ce niveau-là. Si on regarde ici les données, ce sont les données d'ICOP encore une fois. Vous avez les bâtonnets en bleu qui sont les établissements en région et ceux en vert, les établissements urbains. On a davantage d'étudiants de première génération en région. On voit une baisse, par contre, des étudiants de première génération depuis le début, donc en 20 ans, autant en région que dans les établissements en milieu urbain. C'est normal. Plus on en forme, évidemment, les enfants de ces parents-là ne seront plus de première génération, donc c'est une roue qui tourne qui est tout à fait naturelle. Malgré ça, on voit quand même en région une proportion d'étudiants de première génération qui reste au-dessus du 50 %, on est à 59 % en 2016. Ce sont les nouvelles données ICOP là, qui commencent à être disponibles. Les étudiants de première génération sont aussi plus présents dans certains domaines d'études sciences infirmières, notamment administration et éducation. Et si on se compare avec les données de NECI 2011, qui nous donnent un point de comparaison hors EQ, il y en a plus aussi à l'UQ que dans les établissements hors réseau. Et un dernier point que j'amène avant qu'on puisse conclure, le recrutement étranger, la baisse démographique commence à inquiéter sérieusement les établissements. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, vous me direz, on arrive à compenser jusqu'à présent pas mal ce phénomène-là. Mais là, de plus en plus, la pression se fait sentir pour recruter à l'étranger, à l'intérieur des établissements. Et c'est ce que le graphique nous montre effectivement. On a une augmentation de la part des étudiants étrangers dans les établissements au Québec. Et depuis 4-5 ans, là, la tendance s'accentue également. Donc, ce qu'on a vu sommairement avec toutes ces données-là que je vous ai poussées en catastrophe, croissance des effectifs universitaires depuis 70, sauf dans les années 90 où on a eu un petit creux. Avec l'arrivée de l'Université du Québec, il y a une offre de cours qui est arrivée partout sur le territoire, donc des établissements, des cours offerts à proximité des lieux de résidence des étudiants. Rééquilibrage entre universités qui s'est produit, puis par la suite une certaine stabilité. Stabilité peut-être en termes de proportion, mais quand on regarde à l'intérieur des groupes comme tels, on voit quand même que les caractéristiques ont évolué. Et on voit, bon, on a vu que les femmes étaient majoritaires dans presque tous les domaines, mais les étudiants de l'Université du Québec aussi deviennent un peu plus traditionnels avec le temps. Donc, la clientèle rajeunit, le temps partiel diminue, les étudiants de première génération sont en baisse, le cycle supérieur augmente et les étudiants étrangers sont en hausse, qui sont souvent des étudiants aussi moins traditionnels. Donc, je passe la parole à Pierre. 2 minutes. Ah, même pas. Même pas. Ah non, on est Même top pas. chrono. On voit dans ces données-là, dans le fond, il y a des effets à la fois de tendance. On voit bien qu'il y a des tendances qui se sont installées. Puis il y a des effets de conjoncture. La question de l'augmentation des frais de scolarité au début des années 90 se conjugue et se retrouve directement dans l'évolution des effectifs. À partir de ce travail qui n'est pas fini,
On avait toute une série de questions qu'on vous soumet. Si vous avez des réponses, tant mieux, on va les noter. Mais en même temps, il y avait toute une série d'éléments qui nous semblent importants. La première, c'est sur les stratégies universitaires récentes. Comme disait Sylvie, on ne vous a pas montré le tableau, mais à partir des années 80, la part respective de chacune des universités, chacun des types d'universités, est restée systématiquement la même. Là, la question qu'on veut poser, et c'est vrai même après 2002-2003, quand les politiques de financement ont été changées, la question qui est à la fois stratégique, mais qui pour moi dépasse cette question. La première question, c'est globalement la croissance absolue des universités et la stabilité du poids relatif de chacune dans le temps, et spécialement depuis le début des années 2000, ne remettent-elles pas en question la chasse à la clientèle que mènent les universités? En d'autres mots, tous les millions qui sont mis dans de la pub, est-ce que ça sert vraiment à aller chercher plus de gens, plus d'étudiants pour chacune des universités? En tout cas, pour chacun des types d'universités, ça paraît pas. Deuxième question, c'est devons-nous renouveler les missions de démocratisation et de justice du réseau de l'UQ devant la tendance à la baisse des adultes en retour des études, devant certaines tendances dans certaines institutions des EPG, des étudiants à temps partiel et de la recomposition socio-économique des étudiants et des étudiantes? Ça a été un élément fondamental, ce l'est toujours dans bien des universités, dans bien des constituantes. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas renouveler en quelque sorte nos perceptions? Parce que, entre autres, par exemple, on aurait pu montrer des statistiques sur la part de la population par région qui ont des diplômes universitaires, et cette part-là augmente. Il y a des régions comme la Côte-Nord, c'est très faible, mais Montréal est très forte, et en général, il y a de moins en moins d'EPG. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à repenser en quelque sorte nos actions pour assurer la continuité de nos missions de démocratisation? Les universités québécoises ont su contrecarrer la baisse des jeunes par une diversification de leur public. Est-ce que cela sera encore possible au cours des futures années? Est-ce que, dans le fond, finalement, la baisse démographique va nous rejoindre? Jusqu'à date, ça ne nous a pas rejoints. Dans la mesure où puis on le voit sur certaines données, contrairement à l'Ontario, où l'augmentation des clientèles ou des publics universitaires s'alimente de l'augmentation de la population des 18-29 ans, au Québec, cette part-là a diminué depuis des années. Et pourtant, la croissance des effectifs se fait sentir. Mais est-ce que ça va être vrai encore dans 5 ans, dans 10 ans? Il y a là, me semble-t-il, ou nous semble-t-il, une vraie question, là. Comment ajuster l'offre d'activités de formation pour accomplir la mission de démocratisation des savoirs? Doit-on diversifier nos actions? Et entre autres, est-ce qu'on doit investir davantage dans des activités non créditées? Et là, vous avez compris que là, on rentre dans des questions qui ne sont plus rien que des questions de public cible, mais aussi des questions de financement, parce que d'habitude, le non crédité doit s'autofinancer quand il ne doit pas être rentable. Et dernière question, comment assurer un financement juste pour assurer cette diversification? C'est des questions qu'on se pose et qu'on vous soumet. D'accord. Merci.